Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Villemandeur, dans la zone d'activité Mandoria, l'agglomération de Montargis, et je vais rencontrer Luc Bellière, gérant du groupe Annabelle Group, qui va nous parler de ce modèle économique qui est le FC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et la façon dont il s'en est inspiré pour changer les choses dans son entreprise. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour Luc. Bonjour Angélique. Merci de m'accueillir ici à Villemandeur. Alors avant de commencer cet entretien, j'aimerais que tu nous parles de toi, que tu te présentes, tu nous parles un petit peu de qui est Luc Bellière. J'ai tendance à dire que j'ai plusieurs natures et je suis quelqu'un qui vit entre les mondes, et ce qui fait que j'arrive bien à connecter différents univers. J'ai d'abord eu une volonté, une fibre artistique très forte. J'ai une formation scientifique, parce que j'ai fait un doctorat de sciences. Et j'ai un engagement humaniste depuis toujours très important. Je suis militant d'associations de droits de l'homme. Et au final, je me retrouve un peu par hasard à la tête d'une entreprise en 2000, dont je reprends la direction générale et auquel j'ai été associé pour finalement entièrement la racheter. Et donc aujourd'hui, tu es dirigeant du groupe Annabelle, et quelles sont les activités de ce groupe ? Alors d'abord, Annabelle Group est un peu comme une communauté de moyens, de mise en commun de moyens et de compétences. Annabelle Group gère aujourd'hui un espace de coworking et d'incubation et organise et anime une communauté de 3 entreprises dont elle est actionnaire. Une qui fait de la maintenance pour l'efficacité énergétique, donc l'entretien des systèmes de création et d'échange de chaleur. Une qui est un des leaders mondiaux de la mesure de viscosité en process. Et puis une troisième qui fait de la vente et distribution de matériel de mesure et d'analyse sur les liquides. Donc là, c'est entre autres le distributeur des viscosimètres, mais aussi de certains produits qui sont fabriqués à l'étranger, importés et distribués en France. Ce que j'aimerais avoir de ta part, c'est ton regard sur notre modèle de société, notre modèle économique global, finalement, dans lequel on est depuis une centaine d'années. Qu'est-ce que tu en penses Alors moi, je suis fils d'ouvriers, d'ouvriers qui ont connu la guerre. À la maison, on a toujours été extrêmement économe. On récupérait l'eau de la machine à laver pour tirer à la chasse. Voilà le genre d'exemple, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. Donc dans ma programmation, le côté réutilisation, moi j'ai porté les vêtements de mon frère, de mes cousins, acheter des vêtements neufs, je crois que le premier manteau neuf que j'ai eu c'est à l'âge de 8-10 ans, je crois, enfin, je me rappelle encore, c'était vraiment un événement. Donc j'ai été vraiment élevé, programmé, sans frustration par rapport à ça. Mais du coup, je n'ai jamais trop compris l'emballement qu'il y a eu sur le jetable, sur le renouvelable. Les gens qui achètent un vêtement pour le porter une fois, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Cependant, je me suis retrouvé dans un système, j'étais professeur dans le groupe ICAM, et donc j'ai développé, j'étais au départ pour les sciences, mais j'ai développé tout un pan d'organisation de production, et j'étais bien dans le système, produire plus de quantité, comment est-ce que... ce qui est le Toyota Production System, ce qu'a donné le Lean aujourd'hui. Donc j'arrivais à la fois à dissocier ce que je faisais de mes valeurs finalement, parce que j'avais une forte conscience écologique et puis de ce qui m'avait fait. Et puis l'arrivée au CJD, le développement de la performance globale au début des années 2000. Je suis très fier d'avoir été dans les premiers à l'avoir expérimenté. Et notamment le colloque en 2004 avec Hubert Reeves, Albert Jacquard, qui était organisé pour le lancement de la performance globale au niveau national. Et là, j'ai vraiment pris conscience que notre modèle économique est dans le mur, de la finitude terrestre. Je crois que j'en avais le sentiment, mais j'en avais pas pris conscience. Et ça a vraiment déclenché l'envie de militer pour un changement de modèle, et ce que j'ai fait depuis. Alors justement, les limites dont tu parles, est-ce que tu peux aussi nous parler de ces limites finalement, toi en tant que chef d'entreprise, ce que tu as vécu, comment tu as vécu ces limites du modèle global
au niveau de ta propre expérience. Et je dirais ensuite, qu'est-ce que tu en as fait? Oui, déjà, quand on a une activité industrielle et qu'elle tourne, enfin, multi-activité, hein, donc aujourd'hui c'est un groupe de plusieurs entreprises, mais quand je suis arrivé à la tête, c'était une seule entreprise avec multi-activité. La première question, c'était de se dire, déjà, est-ce que à l'avenir, le marché sur lequel on est seront pérennes? Donc, je sais qu'on a pas mal de nos applications qui sont dans la pétrochimie, et de se dire, est-ce que la pétrochimie, c'est un modèle pérenne? Est-ce qu'on va continuer à travailler sur la consommation d'énergie fossile? Qu'est-ce qui justifie le fait que nous, on travaille là-dessus? Bon, nous, on arrive très sereinement à jouer là-dessus. D'abord, on développe d'autres marchés que la pétrochimie. Deux, je pense que notre intervention est utile et nécessaire en pétrochimie parce qu'en fait, la mesure en ligne permet de réduire les gaspillages. Donc, pour avoir un résultat donné, en contrôlant précisément l'état de la matière à un moment donné, on évite de faire des mauvaises productions ça nous permet d'ajuster notre niveau de consommation à ce qui est vraiment nécessaire. Mmh. Donc, on s'est interrogé, mais la réponse sur nos activités, sur l'orientation de la façon dont on va définir notre stratégie, est très orientée par rapport à ces questionnements-là. Et je pense qu'on fait bien. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'on a des développements sur des secteurs d'activité qui sont de toute façon, pérennes et durables. On est beaucoup sur toutes les applications sanitaires, que ce soit agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique, biotechnologie. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui ont de l'avenir. Mais rester sur nos marchés initiaux, c'est aussi réduire les consommations, réduire l'impact de nos clients. C'est y participer. Alors justement, ensuite, concrètement, pour le groupe, moi, ce que je retiens de nos conversations, c'est que tu as pu me parler de gouvernance, tu as pu me parler aussi, finalement, d'usage. Est-ce que tu peux nous parler des liens, finalement, entre le questionnement sur la raison d'être et tout ce que tu as pu, finalement, expérimenter toi? Moi, prendre conscience de la finitude terrestre, ça a interrogé à la fois la façon dont on apporte le service à nos clients, donc tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi la façon dont on agit en interne. Donc déjà, on a une politique d'achat au plus proche. Donc nos fournisseurs, c'est les usineurs de Villemandeur. L'entreprise qui produit nos cartes électroniques, elle est de l'autre côté de la rue. On va pas aller chercher forcément le moins cher à l'autre bout du monde. On va travailler avec les gens les plus proches. Réduction de la chaîne logistique et puis le développement d'un tissu industriel local, participation à cette existence, parce qu'une entreprise ne peut être en bonne santé que quand elle est dans un environnement qui est en bonne santé. Ne serait-ce que l'attractivité des emplois. Enfin. Et puis en interne, réduction de notre impact en interne. Donc on a commencé déjà par mettre des indicateurs très très simples au début. Notre consommation d'eau, ce que ça nous coûte en eau, ce que ça nous coûte en carburant, ce que ça nous coûte en énergie électrique, etc. Et puis on met les indicateurs et puis on voit au fil des années, par des petites actions très peu coûteuses finalement, et un peu de discipline et un peu de sensibilisation, que en 15 ans, on a réduit notre consommation électrique de 30%, notre consommation d'eau de 50%. Enfin, on arrive à des résultats avec des investissements vraiment légers, simplement en expliquant et puis en trouvant des astuces à certains moments, bien sûr. Et puis on travaille sur l'éco-conception, la durabilité de nos produits. Les produits que nous fabriquons ou ceux que nous représentons sont des produits réparables, durables. On a des capteurs industriels, nos viscosimètres, dans certains cas, fonctionnent en continu 7 jours sur 7 depuis plus de 30 ans. Donc on voit la robustesse du système, et ça, on ne veut pas le changer. C'est vraiment là-dessus. Donc tout ce qu'on conçoit, tout ce qu'on fabrique, c'est des choses en matériaux recyclables. On est resté sur l'inox plutôt que de partir sur du plastique parce que c'est recyclable, parce que même quand le capteur est abîmé, on peut récupérer des pièces. Enfin voilà, c'est toute cette logique-là qu'on a en interne. Cependant,
toutes ces années, les 10 premières années un petit peu, ça a été vraiment une action top-down. C'est-à-dire j'étais vraiment convaincu et je tirais le chariot. Et je voyais bien que j'arrivais à une limite de conversion. C'est-à-dire que je pouvais décider des choses, on y allait, mais quelque part, ça se limitait au périmètre sur lequel j'agissais. Et par exemple, on ne touchait pas, on n'arrivait pas à enclencher cette conversion, notamment par rapport à nos clients. Et là où je t'expliquais tout à l'heure qu'on travaillait dans les systèmes énergétiques, la question c'est comment est-ce que nos clients, qui sont les exploitants des centrales de chauffage urbain ou les exploitants des centres d'utilité des industriels, donc ce sont des grands groupes qui sont déjà très implantés et qui ont déjà une réflexion, mais sur le terrain, on voyait que cette notion de performance énergétique, celle qu'on essaye de développer, ça passait pas. Et en même temps, nos équipes continuaient de dire que, en gros, ils intervenaient pour déboucher des tuyaux, ou ils faisaient du nettoyage industriel, ou entre le discours, ce que j'essayais de construire, et la façon dont je parlais, on va dire, au management, et puis ce qui se passait sur le terrain, il y avait vraiment une variation. Et puis, quand on réfléchit et qu'on veut envisager une gouvernance pérenne des entreprises, on essaye de voir l'impact sur les parties prenantes. Donc c'est la performance globale qui est enseignée. Et donc je me suis rendu compte, on a fait une cartographie et on a identifié les parties prenantes les plus impactantes. Et en fait, on les a associées. Donc dans une structure, on a associé des fournisseurs, dans une autre, on a associé des clients. Mais dans la plupart des entreprises, on a associé la partie prenante la plus impactante, qui est l'équipe, les personnes qui la constituent. Et donc elles sont sur deux des structures, elles sont même majoritaires, c'est elles qui ont le pouvoir dans l'entreprise. Donc donc elles participent aussi à la stratégie. Alors, leur demander de travailler sur la stratégie, sachant que notamment on va prendre Sofracer Maintenance qui est sur la maintenance pour l'efficacité énergétique, sont des gens qui arrivent sans formation, sans éducation, ou alors qui sont en reconversion. Parmi les derniers embauchés, on a embauché un pâtissier. Voilà. Mais c'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer, mais qui n'ont pas un bagage d'éducation très élevé. Et donc, pour qu'on les fasse participer à la gouvernance et à la définition de la stratégie, eh bien, il fallait aller un petit peu plus loin que simplement dire alors, qu'est-ce que vous pensez que les clients vont vouloir. Et donc, on a retravaillé sur chacune de nos activités en se disant à quoi elles servent. Donc, chaque prestation qu'on peut faire, que ce soit un détartrage d'échangeurs, un ramonage de chaudière, enfin, chaque activité, on s'est dit, qu'est-ce que notre client, notre interlocuteur sur le terrain souhaite? Qu'est-ce que l'employeur de notre interlocuteur souhaite? Qu'est-ce que le client de l'employeur souhaite? Puisqu'en fait, souvent, ce sont des collectivités. Et en quoi est-ce que ça sert au monde et à la société? Et donc, ils ont eu une vision et un panel de à quoi ils servent et en quoi est-ce que leur prestation, elle est bénéfique, non seulement pour leur interlocuteur, parce que lui, il veut forcément que le job soit fait, il veut une installation propre, parce qu'on lui a demandé ça. Le client, qui veut une installation en bon état et consommer le moins possible d'énergie parce que c'est de l'argent. Le client du client, parce que en fait, la collectivité elle veut que l'installation dure le plus longtemps possible, parce que souvent ce sont des sociétés qui sont en fermage, donc l'installation appartient à la collectivité. Donc si elle n'est pas entretenue et qu'elle se dégrade, elle a à réinvestir plus rapidement. Donc la durabilité des équipements, ça augmente la valeur d'usage de l'équipement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc nos équipes ont été ravies de ça, parce que ça changeait leur façon de voir les choses. Mais c'est un processus qui est lent, parce que cet apprentissage-là, cette assimilation, c'est assez lent. Et puis on a été encore un petit peu plus loin, puisqu'on leur a demandé, au regard des objectifs du développement durable, définis par l'ONU, les 17, quels sont ceux que nous servons.
Et puis on leur a demandé aussi quels sont ceux que nous ne servons pas, ou que nous servons peu, mais que nous pourrions mieux servir. Et donc ça a aussi, et donc toute notre stratégie a été aussi faite au regard de ces ODD. Et puis on leur a demandé aussi, eux à titre personnel, quels sont ceux auxquels ils sont le plus attachés. Et ça a permis aussi de définir notre politique de partenariat avec le tissu associatif local. Et donc on a développé des partenariats avec des associations à partir de ces résultats-là. Donc l'association des salariés dans le capital, le fait qu'ils ont la majorité, donc ils savent qu'on ne peut pas changer de modèle sans leur autorisation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vendus du jour au lendemain, parce que c'est eux ils ont le veto final, il suffit qu'ils soient tous d'accord, ils ont le veto final. Ils ont une appropriation, et qu'au quotidien, avec leurs interlocuteurs, cette conversion qu'on a initiée ici en interne, ils la diffusent progressivement aussi en externe. Alors c'est des petits pas, mais c'est à la fois insignifiant et à la fois énorme comme changement, je trouve. Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, tu as rencontré des limites, finalement, quand tu as mis en œuvre des actions d'économie d'énergie, d'économie de ressources, parce que tu sentais qu'il fallait aller plus loin. Et pour toi, aller plus loin, finalement, ça a été re-questionner le modèle économique, finalement, de l'ensemble de tes activités, avec aussi cette valeur d'utilité et d'usage, en fait, pour chaque partie prenante. Complètement, et sur toutes les activités. Et c'était l'essentiel, en fait. Donc, pour moi, il y avait deux... je me suis bien rendu compte qu'il fallait qu'on marche sur deux pieds. C'est-à-dire qu'à la fois travailler sur la mission ou sur la raison d'être, et à la fois travailler sur la gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment avancer si on n'a pas les deux. Si je me serais senti très très mal de demander beaucoup d'implications en ayant tout le capital et en leur déléguant des responsabilités sans déléguer de pouvoir. Je trouve que parfois c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'on donne toutes les responsabilités, on dit vous avez le pouvoir de décider, vous avez surtout le pouvoir de vous planter, mais à un moment donné, quand ils n'ont aucun moyen d'empêcher le dirigeant de changer complètement de vision, complètement de stratégie, et donc se retrouver eux-mêmes dans une impasse. Je pense que cette organisation a permis effectivement de passer un gap qui était celui de comment est-ce que tout le monde se l'approprie. Et donc de bien travailler sur à quoi on sert, quelle est notre utilité sociétale, enfin au sens global. Et de plus en plus, d'ailleurs, je suis persuadé que les entreprises ont une valeur qui n'est pas que économique. Et elles ne doivent pas. Je pense que l'entreprise est un lieu d'éducation populaire. Il se doit de le devenir. Si au siècle dernier, on va dire, les gens pouvaient partir à la retraite avec un savoir très proche de celui qu'ils avaient acquis à l'école, ça n'est plus le cas. Et donc, si on laisse la télévision être le seul moyen d'éducation, je pense que ça explique beaucoup de problèmes que nous avons en ce moment de compréhension et d'incompréhension entre les gens. L'expérience que j'ai pu faire, où effectivement il y a encore 15 ans, quand je faisais des actions environnementales dans l'entreprise ou de sécurité par rapport aux hommes, j'avais des réponses du style c'est mes yeux, je fais ce que je veux, je porterai les lunettes si je veux, ou des trucs de dire si tu dépenses de l'argent pour cette action, cet investissement pour économiser l'eau, etc., au final, c'est de la prime en moins à la fin de l'année, donc nous, ça ne nous intéresse pas, à une organisation où, quand on donne 5 pour 1000 de notre chiffre d'affaires à nos partenaires associatifs et aux œuvres qu'on défend, tout le monde est là pour la remise d'échecs et il n'y a personne qui dit c'est de la prime en moins, quoi. Enfin, il y a vraiment une conversion du truc. Et je crois que la conversion a été réussie aussi, et je ne l'ai pas évoqué, mais c'est par un lent apprentissage de la confiance. Qui est une grande valeur immatérielle dans l'entreprise. Ouais. Et chaque
personne qui détruit cette confiance est un obstacle énorme. Et au fur et à mesure du temps, quand on arrive à générer la spirale positive, les gens qui sont destructeurs naturellement s'en vont. Et une fois que tout le monde a bien compris que c'est un aspirateur et tout le monde s'élève, eh bien, ça change complètement les choses, quoi. Et un accélérateur, il y a un bien-être dans l'entreprise. On n'est pas du tout dans cette mode de management, baby-foot, afterworks, etc. Il y a peut-être il y a des collègues qui se voient les uns les autres, mais on n'a pas ce côté tribu, communauté. Pourtant, il y a une ambiance excellente dans le travail, tout le monde se respecte. Enfin, les gens ne nous quittent pas, en fait. Un de mes responsables R&D qui est 11 fois champion de région centre en escalade. Ses parents ont déménagé, ils sont partis de la région. Ses amis, qui sont tous dans l'escalade, ont tous déménagé dans le sud, près des spots d'escalade, soit proche des Pyrénées, soit proche des Alpes. Et il nous a annoncé il y a 2 ans qu'il voulait aussi déménager, parce que plus rien ne le retenait dans la région, à part l'entreprise. Et il ne voulait pas quitter l'entreprise. Bon, il nous a dit, mais d'ici 1 an, je partirai. Je commençais à regarder. Et vous voyez bien qu'il était embêté. Et puis en fait, on lui a dit, écoute, si tu veux, tu viens 1 semaine par mois, tu restes en télétravail le reste du temps. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'il est comme ça. La décision avait été prise avant le Covid. Mais ça fait 1 an qu'il est comme ça se passe très bien. Et c'est juste pour montrer l'attachement des personnes à l'entreprise. Cette année, on refait des distributions gratuites d'actions sur 2 structures, parce que le temps passant, il y a des gens qui sont partis à la retraite, et il y a des nouveaux qui sont arrivés, et du coup, il y avait une reconcentration du capital. Donc là, sur 2 structures, on refait des distributions gratuites de parts, ce qui permet de réassocier les nouveaux et de pérenniser ce modèle. En ce qui concerne le processus justement sur la gouvernance, est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai utilisé des méthodes différentes, enfin des moyens différents. C'est-à-dire que c'est d'abord l'écoute de ce que les gens sont prêts à entendre et à accepter. Et donc, il n'y a pas eu un processus unique sur une structure. C'est dès le début, j'ai associé, alors à la création de la structure, c'est la structure commerciale, c'était un projet que j'avais. Dès le début, j'ai proposé d'associer les commerciaux, parce que finalement, quelqu'un qui est commercial, il s'approprie facilement, donc c'est pas très compliqué. Donc, ils ont été partie constituante. Mais par contre, si je prends à l'extrême l'activité de maintenance où les gens n'ont pas eu cette éducation-là, posséder des parts, ça peut être stressant pour beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont refusé. D'accord. Donc, il y a des gens qui peuvent refuser des parts gratuites. Il faut le savoir. Et parce que ça y a un côté stressant de posséder quelque chose. Donc, il ne fallait pas forcer les choses. Donc, ça s'est fait de manière assez souple. Et sur cette activité-là, les gens m'ont dit, d'accord pour avoir des parts, mais par contre, on veut que tu restes majoritaire. Alors qu'au départ, j'étais même parti pour faire une SCOP. D'accord. Et justement, la SCOP, je voyais bien que ça les stressait énormément. Il y avait la peur d'être délaissé, enfin peut-être, de ne pas avoir les capacités pour s'en sortir seul. Donc, ils avaient vraiment besoin que je reste très impliqué. Donc, je suis resté à 49%, mais je suis devenu non majoritaire, quoi. Et c'était ça qui était important pour moi. Et eux auraient voulu que je reste majoritaire, mais le compromis a été là. Ce qui me semble très important, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est écrite sur le papier et qu'on peut appliquer. Sur ces enjeux de gouvernance, il faut d'abord avoir de l'écoute. Parce que si on force des gens à se libérer, c'est une autre forme de prison. Tout à fait, oui, bien sûr. Et si on force des gens à posséder du capital, c'est un enfermement qui peut être très fort pour certains. Donc, c'est vraiment de l'adaptation. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au fil du temps, le nombre de gens qu'on convainc et le nombre de refus diminue. C'est-à-dire que les gens
sa culture, quoi. Donc il y a de plus en plus de gens qui finalement qui ont envie de faire partie de la il gouvernance, y a de la puis demande, de moins en moins voilà. qui finalement refusent. Voilà. Alors on va peut-être parler des outils finalement à disposition des entrepreneurs pour intégrer le développement durable finalement aussi dans leurs préoccupations d'entrepreneurs, comme l'ISO 26000, comme B Corp, comme voilà, tous ces labels Lucie, etc. Toutes ces dynamiques en fait qui peuvent aider un entrepreneur, et puis l'économie de la fonctionnalité de la coopération dont on a parlé. Moi j'aimerais avoir ton regard sur finalement tous ces outils à disposition finalement du chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Qu'est-ce que tu penses être le plus impactant finalement pour l'entreprise et le chef d'entreprise dans la transformation de son paradigme? Alors très clairement, hein, celui qui a été le plus impactant pour moi, c'est Performance Globale. Dans sa première édition d'ailleurs, le questionnement par rapport à toutes les parties prenantes, une grille très ouverte, très libre, et qui a guidé vraiment mon action sur ces 20 dernières années, ça c'est sûr. Après, c'est sûr, avec l'avancée sur la performance globale, on avait travaillé avec la fac sur une prénorme qui était millénaire, qui est complètement inspirée de la performance globale, et qui a fortement participé à la création de l'ISO 26000. Mais l'ISO, c'est une norme, c'est un standard qui est un outil, qui est une grille de dire, voilà, il faut passer partout. Je pense que chaque entreprise se doit de prendre l'outil qui lui tient le mieux dans la main, qui est le plus utile. Et donc, toutes ces démarches sont complémentaires, et je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. En fait, il y en a une meilleure que l'autre pour chacun d'entre nous, pour chaque entreprise. Et voilà, il faut s'en saisir, et surtout, il faut l'utiliser. Moi, ce que je peux reprocher sur les démarches RSE de beaucoup de sociétés, c'est que la RSE, c'est un compartiment à côté du business model. C'est ça, ouais. Et que, heureusement, dans les PME, c'est beaucoup plus facile de créer un business model qui intègre la RSE. Mais quand, sur des grosses structures, on a un département RSE et on a business as usual à côté, bah, ça ne sert à rien. Bien sûr. Alors on peut avoir toutes les normes, tous les B Corp et toutes les entreprises à mission qu'il y a, mais tant qu'on a des silos et que ces silos sont pas, enfin, qu'on n'a pas de traversée et que la RSE ne rayonne pas sur tout, ça ne sera que des médailles que les gens s'accrocheront à la veste, mais qui ne serviront à rien. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce que tu fais avec ton territoire? Tout ce que je... Oui, les acteurs. Alors bon, c'est quelque chose qui part d'assez ancien. En 2003, j'ai créé le CJD Montargis-Gâtinais avec l'envie d'aider les entreprises à se structurer ici, à progresser. Et aussi parce qu'on avait des très gros donneurs d'ordre. On a des grands groupes sur l'agglomération. On était à une époque le plus gros employeur industriel de la région centre. Et plein de petits sous-traitants. Et ces petits sous-traitants vivaient dans la dépendance à ces gros donneurs d'ordre, donc n'arrivaient pas à structurer. Donc c'était vraiment l'envie. Donc déjà, le CJD Montargis-Gâtinais, c'est un petit peu créé avec cette envie d'être acteur. Quand l'agglomération a décidé de faire l'agenda 21, elle m'a demandé de monter, de présider le conseil de développement de l'agglomération, sur lequel on s'est très, très impliqué aussi, avec un certain nombre de propositions. Et donc il y a un tissu très maillé, on va dire, à la fois entre notre entreprise, le CJD et le développement économique de l'agglomération. Au CJD, on a essayé de continuer de dynamiser tout ça. Le développement d'un espace de coworking et d'incubation dans nos locaux, c'est aussi lié au fait que finalement l'agglomération n'a jamais réussi à passer à l'acte, à faire un système dans l'agglomération qui soit, on va dire, efficace, proche, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, toujours est-il qu'il y avait une vraie demande. Ce développement-là aussi est lié à l'évolution du CJD, au travail que le CJD, une commission du CJD avait fait notamment sur la réflexion. Alors on n'avait pas pris exactement la commission qui s'appelle NME au CJD, Nouveaux modèles économiques, mais on avait fait notre propre
commission qui était plutôt liée d'ailleurs à la fonctionnalité et qu'on avait appelée Ikigai. D'accord. C'était vraiment l'ikigai de l'entreprise, donc retravailler sur toute la stratégie en essayant de convertir certaines choses, trouver des objectifs environnementaux et essayer d'injecter de la fonctionnalité et de la coopération dans les modèles des entreprises. Ça avait assez bien marché et les entreprises voulaient aller un petit peu plus loin et puis surtout, ces membres du CJD voulaient élargir en disant mais il faut vraiment que cette conversion, cette transition, cette adaptation qui va devenir inéluctable des entreprises face aux enjeux qui arrivent, eh bien, on le diffuse à un maximum d'entreprises du bassin. C'est ça qui va assurer la pérennité économique du bassin d'emploi ici. Et pour ce faire, on ne pouvait plus rester au sein du CJD, donc on a créé une association qui s'appelle PERC3C. C'est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Et cette association donc, a vocation à développer tous ces nouveaux modèles et à essayer d'emmener un maximum d'entreprises là-dedans. Alors la bonne nouvelle, c'est que les principales associations d'entreprises du bassin sont adhérentes de PERC3C. Donc toutes les actions que nous menons, eh bien, elles se diffusent. Voilà, nous sommes donc pour ces associations le point de rencontre sur toutes les questions d'écologie industrielle et territoriale. Une thématique que nous avons que nous portons avec le PETR, le regroupement des 4 EPCI, c'est-à-dire l'agglomération et les communautés de communes autour. Et puis finalement, ce lien que nous avons créé et la confiance que nous avons cultivée depuis toutes ces années au Conseil de développement, etc., au niveau des associations locales, fait que nos actions, notamment on a fait une grosse action de collecte de déchets électroniques et électriques, les D3E. Une association de citoyens, Catina en transition, a récupéré 44 ordinateurs qu'ils reconfigurent et qu'ils donnent à des collégiens et des personnes âgées qui n'ont pas d'informatique, qui n'ont pas les moyens de l'avoir. Le reste est envoyé dans un chantier d'insertion dont les filières sont maîtrisées, tous les recyclages des matériaux décomposés sont traités localement, à l'exception des cartes des bords de semi-conducteurs qui, elles, partent dans une fonderie sur Lyon. Mais on voit qu'on a tout un processus vertueux qui est à la fois circulaire et inclusif, puisqu'on fait appel aussi aux entreprises d'insertion. Et ça a créé une dynamique. Et aujourd'hui, on a ouvert notre association. On n'est plus que aux entreprises, mais on est aussi aux associations d'insertion, à l'ESS, et aussi aux associations citoyennes ou de transition. Donc on voit que par l'acquisition de cette confiance sur le territoire, parce qu'on a pris en charge on a pris conscience de notre valeur sociétale au-delà de notre valeur économique, on crée une dynamique qui fait que aujourd'hui sont adhérents donc des entreprises d'insertion, des associations, enfin le monde de l'ESS. Donc on est à une époque charnière et donc on est le premier projet de PTCE, de pôle territorial de coopération économique en France, à être porté par une association d'entreprises dites classiques. Et on attend là, pour le mois de novembre, la réponse du ministère, savoir si effectivement on est dans les projets portés, ce qu'on souhaite. À côté de ça, on est aussi soutenu par un fonds nouvellement créé qui s'appelle le fonds ODD 17, qui est pour le 17e objectif du développement durable. C'est celui qui est lié autour des partenariats et des coopérations, c'est-à-dire c'est le moyen de réussir tous les autres. Bien sûr. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui arrivera à solutionner les enjeux qui nous attendent en restant tout seul. Bien sûr. Donc la coopération, je pense, c'est un mot extrêmement important pour les années à venir. C'est ce que nous essayons de développer à la fois au sein de PERC3C, au sein du CJD et au sein de notre entreprise. Pour finir cet entretien, j'aimerais que tu nous dises ce que tu conseilles finalement aux entreprises et aux collectivités là, qui nous écoutent. Par le passé, comme on disait tout à l'heure en introduction,
on est parti dans un emballement, on s'est pas posé la question du sens de ce à quoi on sert, de ce à quoi ce qu'on produit sert. Jacques Ellul, dans son livre sur le système technicien, nous disait bien que c'est la technique qui nous dirige aujourd'hui, c'est parce qu'on peut faire quelque chose qu'on le fait, et non pas parce que ça sert. Bien sûr. Et donc je pense que aujourd'hui, on est à ce moment charnière de se dire demain, je crois que on se passera des choses inutiles. J'ose l'espérer parce que sinon on est très mal. Enfin, en tout cas, nos enfants le sont. Mais voilà, on se passera des choses inutiles. Alors, la première chose à faire, c'est certainement de se poser la question de l'utilité réelle de ce qu'on propose et le sens de ce qu'on fait. Donc, on peut parler de valeur d'usage, de performance d'usage, on peut parler de bien commun aussi, ou d'intérêt général, notion proche mais légèrement différente. Voilà. Qu'est-ce qu'on apporte et en quoi ce que nous faisons peut être un plus. Je pense que nous souffrons beaucoup de notre société d'experts, c'est-à-dire des gens qui sont dans un tunnel, qui sont extrêmement pointus dans leur tunnel, mais qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas voir la réalité du monde dans sa complexité. Si on n'arrive pas à casser ces murs et construire des ponts entre les mondes, pour comprendre les enjeux et agir efficacement, on n'y arrivera pas. D'où l'enjeu de la coopération. Une entreprise seule ne résoudra pas le problème du handicap. Mais en quoi est-ce qu'une entreprise peut participer à la résolution de ce problème-là? En étant en coopération avec d'autres entreprises et des associations qui traitent de ce sujet-là, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment par les alliances qu'on arrivera. Enfin, j'aime beaucoup aussi Pablo Servigne, l'entraide, l'autre loin de la jungle, et effectivement qui dit que l'homme n'aurait jamais survécu à travers les temps si c'était qu'une question du plus fort. Ce qui a permis à l'homme de traverser les temps, c'est justement l'entraide, la coopération. Et j'y crois énormément, et je pense qu'on rentre dans une phase difficile qu'on peut considérer comme difficile parce qu'on va vivre des temps qui sont moins confortables, mais qui pourraient s'avérer d'être d'une richesse humaine bien plus intéressante que ces dernières décennies. Moi, je pense que déjà, pour pouvoir commencer à agir, il ne faut pas être seul. Donc déjà, rejoindre un réseau. Le CJD est effectivement un réseau très pionnier dans ce domaine-là et qui a un effet d'entraînement qui est extrêmement intéressant, avec des réflexions et des outils aidants, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Mais en fait, tout réseau qui permet de se poser des questions est valable. C'est celui qui vient. En tout cas, ne pas y aller seul. Voilà. Enfin, ce que j'entends de ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, changer de paradigme pour une entreprise ou un territoire, c'est être accompagné finalement aussi dans cette démarche et ne pas rester seul. Ne pas y aller seul parce que... Et je pense que pour les collectivités, s'appuyer sur éventuellement des catalyseurs déjà existants sur le territoire, c'est-à-dire des associations qui regroupent déjà, qui sont déjà entre les mondes et qui regroupent différents terrains. Les conseils de développement, puisque j'ai bien dit tout à l'heure que finalement la percée 3C, c'est quand même la résultante du conseil de développement il y a 15 ans. Et le conseil de développement peut être une caisse de résonance formidable de la société civile. Je pense qu'il faut que les élus aussi se rendent compte qu'on ne leur demande pas d'avoir la réponse à tout. Et que parfois c'est un peu ça, on va dire la vieille école, c'est de dire comme j'ai été élu, j'ai la responsabilité de tout, donc je dois avoir toutes les réponses. Mais non, aujourd'hui la responsabilité de l'élu, c'est comment je vais favoriser l'éclosion de tous les talents que j'ai sur mon territoire. Et donc comment je les mets ensemble pour travailler et pour les aider à s'organiser et comment je les entends pour prendre mes décisions. Voilà. Et donc, c'est surtout ça. Donc, écoute et confiance. Donc, la confiance, ça se construit, malheureusement. Enfin, c'est pas un truc qu'on décrète. Donc, ça prend du temps. Mais il faut vouloir y aller. Il faut sortir de cette omnipotence qu'on se croit
obligé d'avoir quand on est élu parce qu'on représente le peuple. Et finalement, tu parles d'humilité. Oui. Ça, c'est de tendre la main pour coopérer finalement. Luc, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé et puis que tu nous as accordé pour cet entretien. Merci Angélique. Et puis je vous dis donc à très bientôt à la rencontre d'un autre acteur engagé dans ce changement de modèle économique. À bientôt.